Si je vous dis finance, gestion des risques, stratégie financière, ça semble être des concepts inconnus pour la majorité des gens. Mais pourtant, derrière, il existe des experts qui analysent les chiffres et qui nous permettent d'avoir les informations financières dont on a besoin. En ce mois de mars, qui est dédié à la femme, nous avons l'honneur de recevoir pour vous une dame, une visionnaire. Elle a pour nom Madame Claudia Noutaï. Elle est directrice du cabinet Riskfried, qui est une institution financière régionale spécialisée en audit, conformité et gestion financière. Madame Claudia Noutaï, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Marc. C'est un plaisir de vous recevoir ici dans notre studio afin de pouvoir échanger avec vous, partager également votre expérience avec nos chers amis téléspectateurs. Je voudrais quand même qu'à l'entame, vous nous parlez également de votre parcours académique et professionnel. Bonjour, à nouveau. Je suis Claudia Noutaï et académiquement, je suis titulaire d'un master de l'Université catholique de Lille, option audit et contrôle de gestion. Par rapport à cela, j'ai travaillé pendant longtemps en banque, Ecobank, au Bénin ici, avant de rejoindre les cabinets où j'ai travaillé en tant qu'auditrice principale dans un cabinet, puis en tant que partenaire extérieur dans un autre cabinet. Et ce qui m'a permis d'approfondir mon expérience professionnelle d'auditrice. De toute façon, en banque, j'étais contrôleur de risque de marché. Donc, tout le temps, j'ai fait 11 ans de contrôle. Donc, d'approfondir toute mon expérience avant aujourd'hui de pouvoir me concentrer aujourd'hui sur le cabinet Riskfried, qui est spécialisé en matière d'audit, de conformité et de gestion financière, qui est une continuité de tout ce que j'ai fait dans ma carrière. Effectivement, vous avez parlé tout à l'heure de votre cabinet, qui est une institution financière régionale, je l'avais rappelé tantôt, qui est spécialisée en audit, conformité et gestion financière. Je voudrais que vous nous présentiez un peu plus en détail ce que fait réellement votre cabinet. Alors, le cabinet Riskfried étant spécialisé en matière d'audit et de conformité, a vocation à accompagner les entreprises, les institutions financières principalement, mais aussi les autres institutions en matière d'audit, surtout les assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à les accompagner à se certifier par exemple en matière de normes internationales comme l'AML 30 000. Aujourd'hui, nous travaillons avec des cabinets internationaux comme Coficer qui décernent cette certification-là. Aujourd'hui au Bénin, je crois que BGFI est la seule institution qui est vraiment certifiée en la matière. On espère que les autres institutions vont faire un travail avec eux pour qu'ils puissent se certifier en la matière, donner plus de crédibilité à leur institution et une meilleure image à l'international. Donc, non, ce qu'on fait, c'est faire un travail préliminaire d'audit, de préparation, de vérification de ce qui est mis en place et de nous assurer que les normes sont respectées avant que les institutions internationales puissent apposer leur certification en matière d'AML 30 000. Bon, ça concerne surtout les institutions financières, ça concerne les banques, les assurances, les fintech qui le veulent bien, ça concerne les microfinances, ça concerne tous les FGI, FGO et tout le reste, les cabinets même de conseillers en investissement ou des apporteurs d'affaires s'ils le veulent bien. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les institutions financières ou le secteur financier qui est souvent indexé en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Souvent, on a tous les yeux rivés sur eux, mais il n'y a pas que en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Il y a ce qu'on appelle les établissements professionnels non financiers désignés, les EPNFD, que la loi désigne comme aussi des personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment de capitaux, qui doivent aussi aider les autorités à faire des vérifications
sur les personnes physiques et morales avec lesquelles ils échangent au quotidien afin de limiter les dérives financières. Alors, en l'espèce, je veux désigner les avocats, par exemple. En général, le corps judiciaire est concerné. Les avocats, les huissiers, commissaires-priseurs. Il y a les professions libérales en général aussi, comme les experts comptables, les commissaires aux comptes, les auditeurs externes en général. Aussi d'autres corps de métier Qui sont concernés. Qui sont concernés, comme les agents immobiliers. Oui. Les agents immobiliers, il y a les hôtels, il y a les agences de voyage, il y a les sociétés de convoyage de fonds, il y a les casinos, il y a les sociétés de jeux en ligne ou sur place, il y a les sociétés de vente d'art, de bijoux, de pierres précieuses. De toute façon, la liste est exhaustive. La liste est longue. Exactement. La liste est longue. Je voudrais quand même vous demander, alors, dans ce cas précis, qu'est-ce qui fait alors la particularité du cabinet Risquefrin par rapport aux autres cabinets qui offrent le même service? Alors, quelle est votre différence avec les autres cabinets? Alors, nous, on fait au cas par cas déjà parce que les EPNFD sont nombreux. On a oublié tout à l'heure les promoteurs sportifs et les événements. Voilà, les promoteurs d'événements culturels aussi qui sont concernés. Donc, au cas par cas, nous travaillons avec les structures concernées pour pouvoir définir un canevas dans lequel ils vont pouvoir circonscrire leur activité de manière à respecter la réglementation. Aussi, nous proposons une formation certifiante pour le personnel, parce que comme les banques le font, tous les OPNFD aussi, normalement, doivent former leur personnel à la question de lutte contre le blanchiment de capitaux. La formation est disponible chez nous. Nous la faisons entièrement en ligne, ce qui fait qu'elle est assez flexible et permet aux gens de pouvoir suivre à un rythme plutôt relaxant. Okay. Voilà. Je rappelle que vous êtes auditrice senior également, vous êtes spécialiste également des questions liées au blanchiment de capitaux, puisque vous en avez parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par blanchiment de capitaux? Alors, le blanchiment de capitaux, plutôt, c'est toute activité qui a pour but de prendre de l'argent issu d'activités illégales pour introduire dans le système financier légal. De façon basique, c'est la définition du blanchiment. Alors, donc, par rapport à ça, déjà, il faut voir qu'est-ce qu'on appelle activité illégale. Lorsque on prend la question des activités illégales, il y a beaucoup de choses. Vente de stupéfiants, drogue, et tout ça sont inclus dans ça. Les fonds issus de cette activité ne peuvent pas rentrer dans le système financier normal, légal. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'autres activités. Il y a la corruption, il y a le piratage, il y a la fraude, il y a le vol, il y a les trafics d'organes, les trafics sexuels, il y a la prostitution, il y a énormément d'activités qui sont citées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, qui peuvent, la cyberattaque, et tout ça. Même la cybercriminalité. Cybercriminalité, voilà, sont inclus dans le blanchiment de capitaux. Donc, il y a énormément de choses, la liste est disponible dans la loi. Toutes ces activités-là, les fonds issus de ces activités-là ne peuvent pas être insérés dans le système financier international légal parce qu'ils faussent les données et ne permettent plus finalement de savoir faire la part des choses et apprécier le niveau de croissance réelle d'un pays, d'un individu ou autre. Ce qui amène réellement à réguler le secteur et à surveiller les flux. À surveiller les flux financiers. À ce niveau-là. Voilà. Alors dites-nous, au sein de l'espace de l'UEMOA, par exemple, quelle autorité est habilitée à réguler le blanchiment des capitaux? Ok. L'institution principale habilitée à réglementer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement terroriste, d'abord, c'est le DIABA. Le DIABA qui est le groupement intergouvernemental africain
pour le blanchiment intergouvernemental africain contre le blanchiment d'argent. Alors, il couvre en général, il couvre la zone de la CEDEAO, ça va un peu plus que le niveau de l'UEMOA. Il couvre la CEDEAO de façon globale. Et à l'intérieur du Djaba, il y a maintenant au sein de la zone UEMOA une organisation qui a été mise en place. Il y a la Banque centrale, il y a l'UEMOA même qui coordonne, qui d'ailleurs a publié à l'issue du Conseil des ministres au premier trimestre 2023, la dernière loi en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux dans la zone. Et cette loi-là est reprise et suivie par la Banque centrale qui, en dessous, maintenant, dans chaque pays. Alors, il y a la CENTIF qui existe dans chacun des pays de l'UEMOA, qui est la cellule nationale de traitement des informations financières. Elle permet de recevoir les informations des assujettis, que ce soit les banques et les autres EPNFT que j'ai cités tout à l'heure, et de pouvoir traiter, lorsque eux, ils se retrouvent dans des situations données, de pouvoir traiter les informations et de pouvoir transmettre maintenant au parquet ou d'apprécier de façon, enfin, de dire que non, il n'y a pas lieu de s'inquiéter par rapport à une transaction, une opération ou autre. Voilà. Donc, c'est la CENTIF qui gère. Maintenant, au-delà de la CENTIF, il y a d'autres institutions qui régulent de façon générale, qui surveillent. Au Bénin, par exemple, nous avons la CRIET qui permet de juger. Il y a la BEF, la Brigade économique et financière, qui, elle, reçoit les plaintes financières. Il y a... l'OCRC également, on peut citer. L'OCRC, non, pas vraiment, parce qu'elle est très axée sur la cybercriminalité, mais la cybercriminalité peut être envoyée à la BEF parce que c'est une activité financière illicite. L'ANRAC, il y a l'ANRAC qui est au sein du ministère de la Justice, qui est l'agence nationale qui gère les saisies de fonds. Donc, lorsque le parquet a mis en place, lorsque la CENTIF a traité l'opération, envoyée à la BEF traite, envoie à la CRIET, par exemple, et qu'on doit effectivement saisir les fonds, avant même que ça ne arrive BEF, tout ça, et que la CRIET, la CENTIF sent qu'il y a un danger, que quelqu'un peut passer par derrière pour récupérer les fonds seront bloqués peut-être à la banque ou bien dans une institution, bref, ce sera bloqué. Ça, c'est l'ANRAC qui gérera maintenant, à la suite, les fonds là. Il y a l'agence de la NSST qui gère les microfinances, les systèmes financiers décentralisés. Voilà, grosso modo, la liste des institutions au plan national qui gèrent les questions de blanchiment de capitaux. C'est vrai que votre cabinet Risque Freen traite également des questions de gestion financière et donc je puis dire que vous êtes également spécialiste en gestion financière. Alors dites-nous, quels conseils pouvez-vous donner aux opérateurs économiques ou aux hommes d'entreprise pour avoir plus d'efficacité dans la gestion de leurs finances? Alors, la gestion financière, c'est beaucoup de paramètres, gérer l'argent, fructifier l'argent, s'assurer que l'argent rapporte encore de l'argent. Alors, par rapport à ça, je peux dire que il y a un suivi à faire avec la comptabilité, avec la fiscalité, le respect des normes comptables en général, mais au-delà de ça, il y a une optimisation, il y a les différents canaux, les différents outils d'optimisation à la performance qu'il faut pouvoir maîtriser, connaître pour que l'argent qui vient puisse effectivement se multiplier et devenir, enfin, satisfaire. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un responsable qui se plaignait quand même un petit peu des impôts par rapport à un revenu de plus de 50 millions
dans son entreprise. Alors, je me dis, il y a peut-être des notions de gestion financière qu'il y a beaucoup de gens que les gens ne maîtrisent pas, que les gens ne comprennent forcément pas, qui peuvent aider. Ce n'est pas de la fraude fiscale, je rappelle que ce n'est pas de la fraude fiscale, mais ce sont des outils qui sont mis en place et qui seront même dans le Code général des impôts, qui peuvent permettre aux gens de profiter d'exonérations que les gens ne maîtrisent pas toujours et qui leur échappent. Voilà. Donc, au sein du cabinet Risque Frame, je puis assurer quand même que vous conseillez également ces chefs d'entreprise à quand même optimiser tout ce qui concerne la gestion de leurs ressources. Oui. Le cabinet aide les personnes physiques et les personnes morales à faire de l'optimisation financière à court, moyen ou long terme par rapport à leurs besoins réels. D'accord. Je voudrais revenir sur vos expériences. Vous avez déjà passé plus de 15 ans d'expérience dans le domaine bancaire de l'UEMOA. Et donc, je voudrais quand même vous poser la question par rapport à ceux qui pensent que les banques africaines ne sont que des caisses de dépôt et n'accompagnent pas généralement les entreprises qui veulent quand même bénéficier de soutien d'aide financière pour pouvoir quand même en donner beaucoup plus d'éclat à leur structure. Alors, que pensez-vous de cette approche que la plupart des gens ont par rapport aux banques africaines? Alors, par rapport aux banques africaines, en général, je dirais que les banques africaines sont restées très classiques par rapport à la question du financement. Elles sont restées des banques qui accompagnent les institutions ou bien les structures, les sociétés qui réussissent déjà. Elles sont frileuses et très prudentes. Elles sont restées très, très prudentes dans leur approche par rapport au financement des entreprises. Donc, en général, les banques financent effectivement des entreprises qui ont prouvé leur rentabilité sur un minimum de 3 ans et reçoivent entre griffes les dépôts. Sur cette question, je pense que de façon générale, même à l'international, ce n'est pas forcément la question c'est pas dans ce sens qu'il faut voir la question. Parce que les banques, si on prend la question des cartes par exemple, aujourd'hui les pionniers internationaux sont Visa ou Mastercard, qui ne sont pas des banques, qui sont des partenaires ou bien des fintech qui sont affiliés aux banques, même depuis les États-Unis, et qui proposent ce service-là, qui ont permis aux banques de décentraliser le système de paiement vers tous les individus, les usagers des banques à l'international. C'est pareil avec les fintech aujourd'hui qui, dans notre espace, permettent de faire un certain nombre d'atteindre un certain nombre de services que les banques ne peuvent pas forcément offrir directement, couvrir. Mais il faut savoir que ces banques-là, ces fintechs-là sont forcément affiliées à des banques. Comme ça se passe ailleurs. Comme les microfinances aujourd'hui sont affiliées à des banques et permettent de financer des entreprises. Mais je voudrais quand même appuyer encore la question, parce que c'est vrai que dans notre zone, dans nos pays africains, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets innovants. Je regarde, quand je suis des vidéos sur Internet, des jeunes qui ont inventé ici, qui ont fait ça dans les domaines technologiques ou même agricoles. Il y a beaucoup de choses qui se font, ou même dans le secteur de la tech, il y a beaucoup de choses qui se font, mais les gens manquent de fonds et au final sont encore amenés à aller chercher des fonds à l'international alors que nous nous battons pour devenir des banques nationales, l'Afrique aux Africains, autonomes et tout ça. Donc, je pense qu'il y a un problème de fonds d'investissement qui manque de façon cruciale
dans notre zone. Si les banques, les groupes bancaires ont l'habitude de créer des assurances, des banques à côté, des SGI, ce serait peut-être le temps de penser à ce secteur-là qui, pour moi, serait très, très porteur, le secteur des fonds d'investissement. Est-ce qu'il en manque dans la zone en général? Je crois qu'il y en a un ou deux au Sénégal. Est-ce qu'il y en a en Côte d'Ivoire? J'en ai pas entendu parler. Au Bénin, ça c'est la grosse catastrophe. Donc voilà. Donc il faut ça. D'accord. Nous tendons déjà vers la fin de notre entretien, mais néanmoins, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez des projets en vue pour le cabinet Risk-Free? Oui, oui. Actuellement, le cabinet met en place l'académie, en plus de la formation qu'elle propose pour certifier les professionnels qui le veulent en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Il y a aussi les formations qui sont proposées aux assujettis dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a la formation certifiante pour les professionnels. Je travaille en banque, je veux devenir un expert en matière de blanchiment de capitaux. Je suis déjà un auditeur, je veux accéder à un poste supérieur, je viens me former, mais ça peut être aussi ouvert aux étudiants en fin de formation. Est-ce que quelqu'un qui a fait banque et finance, gestion d'entreprise ou audit et finance en fin de formation, en master par exemple ou en licence, et qui veut se mettre sur le marché de l'emploi après une formation classique, en licence ou en master, s'il a en plus une certification internationale, ça lui ouvre beaucoup plus de portes, ça le centre effectivement sur un secteur d'activité et ça lui permet de se vendre plus facilement. Donc voilà, c'est ce qu'on propose actuellement. Mais la Risk-Free Academy qui est en train de se former, qui permet la formation des professionnels, ne compte pas s'arrêter qu'à la formation sur le blanchiment de capitaux, parce qu'elle s'associe avec un certain nombre de professionnels de la place et de la zone UEMOA, pour permettre d'autres types de formations comme celle sur la protection des données, les normes RGPD, la formation sur la lutte contre la corruption, la finance islamique, l'audit informatique, les normes ISO 27001, la gestion des risques, les normes ISO 31000, la gestion de la qualité, les normes ISO 9001-2015. Il y a la lecture détaillée du bilan. Est-ce qu'il y a des gens qui rentrent en activité? On peut se demander quand on lit cette formation-là, mais pourquoi lecture du bilan alors que les gens font master en finance, en banque et finance? Mais il y a des gens qui ont fait archives au campus, ou bien qui ont fait marketing, ou bien qui ont fait le droit et qui atterrissent finalement en finance. Et qui atterrissent directeur ou bien responsable d'une agence ou bien responsable bien atterrissent dans un département pas trop loin de la finance, même s'ils ne sont pas financiers à 100%. Et ce qui fait que ça peut créer des difficultés ou de manque de performance. Donc ça, c'est des choses qui font que nous sommes amenés à proposer cette formation-là. Il y a la gestion diligente de la caisse, parce que beaucoup de gens atterrissent facilement à ce métier-là, et la gestion administrative pour permettre à des gens de pouvoir être rapidement prêts pour diriger une entreprise de taille moyenne. Merci beaucoup, Madame Claudia Noutaï. Je rappelle que vous êtes directrice du cabinet Risk-Free. Alors, dites-nous, quel est votre mot de fin? Nous invitons les entreprises et les personnes qui sont intéressés par la gestion financière ou par la conformité, le blanchiment de capitaux, de se rapprocher de nous. Déjà, nous rappelons que la formation sur le blanchiment de capitaux pour devenir un expert, la prochaine rentrée est prévue pour le 7 avril 2025 prochain. Et il y a une autre rentrée en août
qui aura lieu en août, mais la prochaine rentrée est pour le 7 avril 2025 prochain. Et je remercie toute mon équipe et mes partenaires qui m'accompagnent au quotidien. Merci beaucoup, Madame Claudia Noutaï. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur l'invité. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien avec Madame Claudia Noutaï. Elle est directrice du cabinet Riskfrin. Avec elle, nous avons partagé beaucoup d'expériences en ce qui concerne la gestion financière, les stratégies d'investissement et aussi en matière de blanchiment de capitaux. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à bientôt.